Encore une fois, bonjour pour tous les auditeurs du nouveau média IDL Média. Vous connaissez l'Institut des Libertés qui avait commencé un peu comme un endroit où des gens écrivaient, parce qu'ils avaient envie d'écrire, et puis il s'est trouvé qu'il y a des gens qui nous ont suivis. On a maintenant 40 000 lectures uniques par semaine, ce qui paraît-il est bien. Et puis ensuite, il y a des gens qui sont venus m'interviewer, puis qui ont fait des cartons sur YouTube, avec des trucs qui ont tiré à 900 000, 1 million d'exemplaires. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Il semble qu'en France, il y a une demande très forte pour des gens qui expliquent sans vouloir vous convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous donnent les éléments pour que vous réfléchissiez vous-même. Donc c'est un peu l'Institut des Libertés, ça. Et je me suis dit qu'il fallait faire monter en puissance notre cercle de réflexion. Et pour ça, l'Institut des Libertés s'est allié avec Conflit, qui étudie tout ce qui est géopolitique, avec Jean-Baptiste Noé ici. Et vous êtes plutôt dans tout ce qui est transition énergétique. Parce qu'il est évident que le moins on salope la planète, le mieux c'est. Mais si on arrête de saloper la planète parce qu'on tue tous les hommes, c'est pas un truc particulièrement efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver une espèce de juste milieu entre la fin de l'humanité et la transition énergétique, quoi. Il me semble que ce serait pas plus mal. Et donc, on est en train de monter un groupe de presse. Ces deux titres s'appuient aussi sur le magazine Causeur. Vous savez, Finkielkraut, Elisabeth Lévy, Gilles Miraili. Donc, l'idée, c'est dans le fond d'essayer de créer un groupe où les gens réfléchissent par eux-mêmes, indépendamment les uns des autres, ce qui permet d'avoir des discussions intéressantes. Et mon but dans tout ça, c'est d'essayer, pas de coordonner tout ça, mais de permettre à tous ces gens de s'exprimer dans des endroits comme celui-ci. On va essayer de faire ça. Et donc, ce que je vous ai demandé aujourd'hui, c'est d'essayer de présenter vos deux revues. Quel est le but, ce que vous allez faire, quel genre de clientèle vous visez, parce que ce sont deux revues qui sont, mettons, hyper spécialisées, et il faut quand même que les gens sachent qu'elles existent, et sachant qu'elles existent, qu'ils les achètent et qu'ils s'abonnent. Parce que c'est pas tout que l'Institut des Libertés ou Charles Gave fasse des efforts considérables, mais il faut qu'il y ait un peu de suivi dans le public. Donc, il ne faut pas rigoler les gars, il faut que vous vous abonniez à ces revues ou je serais très fâché. Non mais je blague. Hein. Donc Jean-Baptiste, expliquez-moi un peu la géopolitique là maintenant. Toute revue ne vit que par ses abonnés, donc la première marque de soutien, c'est effectivement de s'abonner et c'est l'élément Si je peux d'indépendance. vous arrêter tout de suite, ça n'est pas exact, puisque le gouvernement français se débrouille pour faire subir toute une série de revues et de titres qui ne devraient pas vivre. Ah, oui, je parle des... Dans un monde normal, oui. les revues ne vivent que ses abonnés. Alors on est surtout dans les quotidiens et les aides au quotidien d'information générale et politique. Voilà. Et qui veut dire plus de subventions que d'abonnements ou d'achats au numéro. Mais ça ne nous concerne malheureusement pas trop, nous, avec nos revues. Nous sommes effectivement, nos actionnaires sont nos clients ou nos lecteurs, puisque c'est eux qui nous permettent de vivre. Et Conflit est une revue qui a été fondée en 2014, donc ça fait 6 ans maintenant, par Pascal Gauchon. Moi j'en ai pris la direction il y a 1 an. Et le but est d'étudier tous les sujets de géopolitique, donc à la fois les relations internationales, les sujets économiques, les sujets artistiques, c'est pour ça qu'on a aussi une rubrique art et géopolitique, et puis de s'intéresser à différentes échelles, donc l'échelle d'un pays, d'une ville, d'un continent, en faisant parler des personnes qui savent. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement doués dans leur domaine, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à apporter, sur les sujets de criminologie, sur des sujets économiques, sur des sujets de fiscalité, mais qui n'ont jamais accès à des moyens publics de faire valoir leurs recherches ou leur expérience. Et donc un des objectifs de Conflit, c'est aussi de permettre à ces personnes-là de s'exprimer librement, à la fois des Français, des étrangers. On a une grande partie de nos auteurs qui sont dans d'autres pays et donc qui s'expriment. Enfin, on traduit évidemment leurs articles et ça permet également d'avoir des visions qui viennent d'États-Unis, d'Amérique latine ou d'Asie. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis on a décliné ça sous forme de podcasts. On a lancé des podcasts en 2016. On a été parmi les premiers. En 2019, beaucoup de médias s'y sont mis aussi. Ça marche extrêmement bien. On a à peu près 7 à 8 000 auditeurs par podcast. Il y en a un par semaine. Et puis cette année, donc les émissions Fenêtres sur le monde qui permettent aussi d'avoir d'autres intervenants et puis de traiter ces sujets de manière différente. On touche un public différent. On a un public qui est assez large à Conflit. Il y a beaucoup des professeurs, des étudiants.
On est très lu notamment par ceux qui préparent des concours aux écoles de commerce ou à l'école de guerre, des militaires et puis toute personne s'intéressant à la géopolitique. Donc ça nous fait un panel de lecteurs assez variés, d'âge et de professions variées. Donc ça c'est aussi très intéressant. Ça oblige à traiter des sujets différents et ça nous permet de toucher aussi des personnes assez différentes et chacune trouve dans la revue des éléments qui leur permettent de réfléchir, de comprendre les choses. Et c'est quelque chose que vous pouvez garder dans votre bibliothèque. Exactement, parce que même s'il y a des éléments qui forcément sont liés à l'actualité, quand je reprends des numéros de 2014 ou 2015, on voit qu'il y a des sujets qui sont intemporels, qui ne changent pas, et puis d'autres sujets, eh bien, on se rend compte que les éléments qu'on avait abordés sont toujours présents, ou alors parfois on s'est trompé, d'autres fois on a vu juste. Donc c'est intéressant aussi de reprendre des anciens sujets. Et par exemple là, on a un dossier qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation ce mois-ci, notamment avec un article sur les véganes. Ça, ce sont des sujets qui sont assez nouveaux, donc on les traite aussi. Mais la question alimentaire, c'est un sujet qui concerne l'humanité d'origine à la fin. Donc ça, on n'en sortira pas, il faut bien manger. Et pour les Français, c'est extrêmement important. La nourriture, c'est quand même essentiel. Mais ce que vous avez dit m'intéresse beaucoup, parce qu'en effet, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très compétents en France, qui connaissent un sujet parfaitement, ou plusieurs, et à qui on ne donne jamais la parole. Et je trouve que ça doit être très frustrant pour quelqu'un de compétent, quand on parle de son sujet, de ne jamais être appelé. Parce qu'on appelle toujours les mêmes qui sont censés tout savoir sur tout, mais en fait, on n'appelle pas les gars qui sont parfois les vrais spécialistes. Donc c'est une façon peut-être de faire monter à la surface des gens qui ont consacré leur vie à un sujet et que l'on n'interroge jamais, quoi. C'est peut-être c'est une espèce de découvreur de talent si on fait notre boulot comme il faut. Exactement, c'est un des objectifs. Puis d'avoir également des personnes d'âge différents, notamment dans le comité de rédaction. On a des gens qui sont dans la trentaine et d'autres qui sont plutôt vers 50, 70 ans. Donc ça permet avec ces différentes générations d'avoir aussi un partage d'expérience qui est différent, d'avoir des approches qui sont différentes. Et tout ça permet une variété intellectuelle qui est extrêmement stimulante. Et, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois que le prochain numéro sera sur la Turquie. Exactement, début novembre, un dossier sur la Turquie. Donc, qui est un sujet, si j'ose dire, brûlant. Exactement, ça va être un très beau sujet à étudier. Moi, il y a quelque chose qui m'amuse toujours quand on parle de la Turquie, c'est qu'un jour, on avait demandé à Solzhenitsyn où aura lieu la prochaine guerre. Il avait dit à la frontière entre la Turquie et la Chine. Ce qui m'avait fait rire, parce que si vous prenez toutes les tribus qui sont au nord de l'Himalaya, elles sont toutes turques. Et donc, ce que disait Solzhenitsyn, c'est qu'un jour, il y aura un leader charismatique qui recréera l'empire turc ou l'empire mongol, qui n'étaient pas bien différents l'un de l'autre, et que ce sera le contrepoids de la Chine en Orient. J'avais trouvé cette idée assez intéressante, justement, du point de vue géopolitique, en me disant, tiens, parce que les Azerbaïdjis, c'est un petit peu des Turcs, quoi, non ? Ils sont turcophones, oui, donc ça appartient à la mouvance turque, oui, jusqu'aux Ouïghours en Chine. C'est ça, vous avez appris. Et s'il y a quelque chose auquel les Chinois sont sensibles, c'est ceux qui arrivent des steppes, hein, parce qu'ils en ont quelques souvenirs. Ils en ont quelques souvenirs qui ne sont pas tous flamboyants. Donc merci beaucoup. Donc vous voyez, c'est un peu ça, c'est de réorienter ce que disait De Gaulle, si vous voulez. La Russie effacera le communisme comme le papier buvard efface l'encre, quoi. Il y a des espèces d'intangibles dans tout ce qui est géopolitique qui restent pour tout, qui restent pour toujours. Les éléments culturels qui ne changent pas, et ce qui est important, c'est de montrer ce qui est invariant et ce qui est variable. Voilà, c'est ça. Et d'arriver à comprendre l'interaction entre les deux. C'est tout à fait ça. Et là, on voit bien qu'il y a toute une série, avec la rupture de l'ordre post-1945 qui est en train de se produire, enfin, avec la domination des États-Unis, l'hyperpuissance et tout, on voit bien qu'il y a toute une série de ces espèces d'invariants qui sont en train de remonter à la surface, et voir comment ça va se passer, ça va être un des sujets importants des années qui viennent, quoi. Bien, mais merci beaucoup. Maintenant, comme on dit en anglais, the floor is yours. Expliquez-nous. Alors ça, c'est vraiment, l'écologie, c'est un truc très intéressant, parce que à la limite, plutôt que de s'intéresser aux spécificités locales, comme on va le faire avec la Turquie, là, c'est vraiment un sujet mondial. C'est un sujet qui touche la planète entière. Donc, on passe en quelque sorte de bien comprendre le local à bien comprendre le monde de l'énergie, quoi. Oui, sachant qu'on peut quand même faire des rapprochements. C'est-à-dire que les problématiques sont générales, sont communes, on va dire. Après, la façon de les traiter, la façon de les aborder est locale et dépend beaucoup d'invariants, c'est-à-dire de spécificités locales en matière d'énergie. Donc, on peut faire un rapprochement.
Donc pour en revenir à la genèse de ce média, qui est très jeune, hein, il a à peine 1 an et demi, donc il s'appelle Transition et énergie. Le constat de départ, c'est que, vous avez paraphrasé De Gaulle, je vais paraphraser Clémenceau, c'est que l'énergie est une question trop grave ou trop importante pour la confier seulement. Alors Clémenceau disait la guerre est une question trop importante pour la confier aux militaires, et là on va en dire que la transition énergétique et l'énergie est une question trop grave pour la confier seulement aux militants, aux écologistes, voire même aux politiques. C'est-à-dire que c'est une question majeure, essentielle, à la fois, on va dire, pour permettre à l'humanité d'évoluer dans un environnement qu'elle maîtrise et qui lui permette de prospérer. Et par ailleurs, c'est une question d'autant plus essentielle qu'il n'y a pas de croissance économique et d'évolution économique sans énergie. C'est-à-dire qu'on peut faire un lien vraiment étroit, la corrélation est forte, entre le progrès économique, la croissance économique, le bien-être matériel, l'explosion de bien-être matériel qui existe depuis 2 siècles et demi, on va dire, sur Terre, alors pour les Occidentaux et maintenant en partie pour le reste du monde, et l'augmentation de la consommation d'énergie. La corrélation est parfaite. Je sais très bien, et alors moi, en tant qu'économiste, puisque c'est mon métier, spécialiste des marchés financiers, pour essayer de, comme je l'ai dit toujours en plaisantant, pour essayer de savoir comment gagner de l'argent sans travailler, quoi. Et pour arriver à ce résultat, je travaille comme un fou, quoi. Non mais, plus je vieillis, plus je me rends compte que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Si vous réussissez à transformer de l'économie, de l'énergie, en gagnant de l'argent dans cette transformation, donc en ajoutant de la valeur à l'énergie, vous avez une période de prospérité. Si vous n'y arrivez pas ou si l'énergie vient à manquer, vous avez une période de pénurie, de récession, d'appauvrissement, etc. Donc il faut bien se rendre compte que l'énergie et l'économie, c'est l'envers et l'endroit de la même pièce, quoi, de la même pièce de monnaie. Il y a beaucoup d'experts qui expliquent ça et qui expliquent que vous pouvez tout simplement résumer la richesse des nations et des populations à la quantité d'énergie consommée par personne. C'est une variable assez pertinente et assez efficace. Pour en revenir à transition énergie, donc on est parti du constat que c'est une question très sérieuse et qu'il faut arrêter avec les slogans et avec les positions simplistes et péremptoires. Si vous voulez, la transition énergétique, le principe c'est simple, c'est comment substituer d'autres énergies, entre guillemets plus propres, aux énergies fossiles qui présentent tout un tas d'inconvénients. Elles polluent, elles émettent beaucoup de gaz carbonique et par ailleurs elles sont par définition en quantité limitée à la surface de la Terre. Donc il faut réussir à substituer ces énergies à ces énergies, on va dire des énergies qui sont plus durables, plus pérennes, qui sont dans une certaine mesure renouvelables, et cela sans casser les économies, sans casser les sociétés, et en le faisant de façon réaliste, et à partir des faits, et pas seulement, on va dire, d'illusions ou de volonté idéologique de transformer le monde et transformer l'homme. On a vu ce que ça a pu donner dans le passé, ce genre de manière de voir les choses. Donc nous nous adressons à un public finalement assez large et assez varié. On est présent en kiosque. On s'adresse sous 2 formes. On est à la fois un média numérique et à la fois un média papier. Média numérique, le site, on a un site, donc transitionenergie.com, qui est alimenté tous les jours par la publication d'1 ou 2 articles, en tout cas 5 jours par semaine. Il y a 1 ou 2 articles originaux qu'on ne retrouve pas dans la revue qui sont publiés, qui permettent d'avoir une information large et diverse sur, on va dire, la transition énergétique, les différentes formes d'énergie. Ça va jusqu'au transport, évidemment, ça traite des énergies classiques. On parle du pétrole, on parle du gaz, et évidemment, on parle de l'éolien, on parle de l'hydrogène, on parle du solaire, on parle des progrès technologiques, on parle de la capture du CO2, on parle de la géothermie. On évoque tous ces aspects. On les évoque de manière un peu plus approfondie dans la revue, qui est une revue trimestrielle, en se permettant, on va dire, d'aller un peu plus au fond des choses et en faisant des dossiers un peu plus approfondis. Et on fait appel, on va dire, à des gens qui ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. Mais ça me paraît essentiel, ça. Mais qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Et en tout cas, qui développent les arguments, qui développent leur point de vue, et qui permettent finalement à nos lecteurs et à nous-mêmes de nous faire une opinion, mais une opinion informée. Parce que, encore une fois, c'est la base de notre civilisation. La vérité est inatteignable, puisque la vérité c'est un absolu, donc on peut dire qu'elle est inatteignable, mais on peut s'en rapprocher si on discute entre gens de bonne compagnie, pour essayer de voir où sont les points de désaccord, etc. Et j'ai longtemps vécu en Angleterre, et ils pratiquent ça dans le domaine politique, et j'avais un ami conservateur qui est à la Chambre des Lords maintenant, qui disait toujours, quand ils arrivaient à un accord, on est arrivé à un wonderful compromise. C'est-à-dire où il y avait des gens qui n'étaient pas du tout d'accord au début,
qui, après avoir discuté, arrivait à une espèce de compromis qui, dans le fond, était mal taillé, mais satisfaisait les deux parties. Donc, on sort de cette espèce de monde dans lequel on est en train de rentrer, qui, moi, m'affole, entre ceux qui disent le bien et ceux qui disent le mal, pour dire, dans le fond, le bien, le mal, ça n'existe pas. Il y a un truc crasseux au milieu qui s'appelle le compromis de bonne qualité, et c'est peut-être là qu'est la vérité, pas la vérité, mais la possibilité. Pour arriver à ce compromis de bonne qualité, en fait, il faut deux éléments, me semble-t-il. D'abord, des gens de bonne volonté. Voilà, il faut qu'ils aient des gens qui sont prêts, finalement, à débattre, à accepter de remettre en cause un certain nombre de leurs présupposés ou de leurs préjugés. Absolument. Voilà. Et puis après, il faut refuser le simplisme. Le problème... Il faut refuser le slogan. Le slogan et le simplisme. Le problème essentiel, nous semble-t-il, en matière de transition énergétique, c'est que, on va dire, si on en croit ce qu'on entend communément, il suffit d'installer des éoliennes, de mettre des panneaux solaires et d'acheter des voitures électriques pour régler le problème. C'est pas vrai. Pas du tout. Je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on fait que ça, on n'aborde pas les questions essentielles de tout ce qui est tout simplement chauffage des bâtiments ou climatisation des bâtiments, de tout ce qui est industrie, de tout ce qui est agriculture, et même de tout ce qui est transport lourd. Transport lourd, si vous voulez, les énormes bateaux qui se baladent sur la mer et qui sont, eux, des gros polluants énergétiques. Exactement. Donc, en effet, il faut tout à fait accepter de... Mais il y a quelque chose qui m'amuse, c'est que les gens me disent, par exemple, bon, on va donc faire l'éolienne, les panneaux solaires et tout, et on va faire fonctionner les voitures avec, mais les chiffres sont pas... C'est pas possible, quoi. Vous faites vos calculs, vous dites, mais c'est même pas en rêve, quoi. Ça tient du... Oui, alors un des éléments qui explique ça, c'est les questions... Voilà, on rentre un peu dans la complexité. Ce sont les questions d'intensité énergétique. C'est-à-dire que un des problèmes auxquels on est confronté, et pour l'instant on n'a pas vraiment de solution, on en trouvera. Les transitions énergétiques dans l'histoire, ça se déroule sur des décennies et des décennies, et même plus. Si on prend la première transition énergétique de l'histoire, elle a consisté à se séparer du bois pour passer au charbon. Aujourd'hui encore, sur Terre, vous avez dans un certain nombre de régions du monde des gens qui utilisent du bois pour se chauffer, et pas seulement parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est leur cheminée, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ou également pour chauffer leurs aliments. Ce qui veut dire que 2 siècles et demi après la transition énergétique pour se passer du bois, on utilise encore le bois en Afrique, en Asie, voire en Amérique latine. Donc c'est pour montrer le fait que ce sont des choses qui prennent des décennies, que c'est compliqué, qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les réponses et qui sont très liées à l'éducation. Et pour revenir à notre point juste de départ, l'intensité énergétique, le problème des renouvelables. Les renouvelables sont un élément de la solution, mais seulement un élément. Le problème des renouvelables, c'est leur intermittence. Donc on sait que la nuit, par définition... Il faut créer quelque chose d'autre à côté. Exactement. La nuit, par définition, le solaire, ça ne fonctionne pas. Et quand il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Et on ne sait pas stocker l'électricité. En tout cas, pas vraiment. On ne sait pas stocker l'électricité ou de manière très peu efficace avec l'hydrogène. Et encore, on n'y est pas. Le problème de l'intensité énergétique, c'est que le développement économique aujourd'hui, c'est l'agrandissement et le poids toujours de plus en plus important pris par les métropoles. Or, pour alimenter en électricité et en énergie les métropoles, il faut des quantités considérables. Et les renouvelables, on n'y arrive pas. Et les renouvelables, et en plus, si vous voulez, il faut qu'on ait des sources d'énergie très denses pour nourrir les métropoles. Or, le renouvelable, c'est très diffus. C'est exactement ça. Le sens de l'histoire jusqu'à aujourd'hui en matière énergétique, c'est qu'on avait des énergies de plus en plus denses. Il n'y a rien de plus dense qu'une centrale nucléaire en matière de capacité de production d'énergie sur un lieu finalement assez limité. Les renouvelables, on va dans l'autre sens. Si vous voulez, il y a un exemple tout bête. Et donc nos systèmes de distribution, eux, ils sont fondés sur une énergie très puissante au centre, et puis ensuite qu'on distribue comme ça. Tandis que là, on va avoir nos centres de distribution ne sont pas du tout adaptés à ça, puisqu'on aura des petites productions partout. Comment on ramène ça au centre ? Exactement, et en plus des petites productions intermittentes et aléatoires. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand elles produisent, par définition. Il y a un bon exemple de ça. Imaginons la ville de Tokyo, tout simplement, donc 15 millions d'habitants, la métropole de Tokyo. Elle est alimentée par beaucoup d'énergie renouvelable. C'est juste un exemple. Il y a un tsunami, ou un typhon. Même pas un tsunami, un typhon, disons. Donc pendant 3 jours, pas de soleil, trop de vent, ça casse les éoliennes pour les faire fonctionner. Comment vous faites, si vous dépendez énormément des renouvelables, pour alimenter en énergie une ville comme Tokyo ? Et on peut aller un peu plus loin. Quand on voit les intempéries qu'on a, par exemple, qu'on commence à avoir dans le sud de la France, si vous dépendez d'énergie renouvelable, en tout cas d'électricité renouvelable, vous n'y arriverez pas. Donc ça veut dire qu'il faut, on va dire, additionner un certain nombre de solutions, financer l'innovation,
essayer de trouver des sources alternatives qu'on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui. La géothermie est sous-utilisée, par exemple. Oui, ils les utilisent beaucoup en Suède, je crois. Pardon ? En Suède, je crois qu'ils utilisent pas mal la géothermie. En Suisse, en Allemagne, en France, on a un peu négligé. C'est juste un exemple. Hein. Il faut aussi qu'on passe par d'autres technologies, par exemple la capture du CO2, qu'on accepte de continuer dans certains cas à utiliser des énergies fossiles parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais entre guillemets, en les rendant plus propres. Donc tout ça sont des sujets, et il y en a bien d'autres, qu'on aborde dans Transition et Énergie, avec, on va dire, des gens qui sont sur le terrain. Donc on fait écrire des ingénieurs, on fait écrire des industriels, on fait écrire des scientifiques, on fait écrire des journalistes, dont normalement, qui sont des passeurs de plats, donc qui doivent permettre à tout le monde d'accéder, et on aborde, on va dire, sans a priori, toutes ces questions. Et pour montrer le fait qu'on s'installe dans le paysage et qu'on devient crédible, aujourd'hui, la moitié des gens qui sont abonnés à Transition Énergie sont soit des entreprises, soit des gens qui ont des fonctions importantes dans les entreprises qui, on va dire, participent à la transition énergétique. Donc vous faites exactement ce que, quelque part, nous avons essayé de faire dans le domaine économique à l'Institut des Libertés. Vous essayez de présenter les problèmes de façon objective, d'indiquer des pistes de solutions, et pour permettre aux gens d'aller chercher par eux-mêmes, si par hasard, il n'y a pas quelque chose qu'ils pourraient faire dans leur coin. Parce qu'aussi, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est peu probable que la solution viendra d'en haut. Il va falloir qu'il y ait toute une série de solutions locales, de différentes gens qui se mettent à parler les uns avec les autres. En d'autres termes, j'ai du mal à croire à un gros plan énergétique mis en place par M. Bayrou, par exemple. L'impulsion doit venir d'en haut. Parce qu'il faut créer un cadre. Il faut créer un cadre juridique qui facilite, et de prix. Mais après, là où vous avez raison, c'est que si le privé sous toutes ses formes, c'est-à-dire les jeunes start-up innovantes, mais également les entreprises un peu matures, si la finance verte, qui finance la transition énergétique, les infrastructures et l'innovation ne prend pas le relais qui est de la finance privée, on n'y arrivera pas. Donc l'impulsion et le cadre doivent dépendre des États et de l'État ou des institutions internationales éventuellement, mais il faut qu'elle facilite le fait que, on va dire, la société, même si c'est un nom, je sais que vous n'aimez pas, en tout cas un certain nombre de gens s'emparent de cette question, et on peut dire qu'en France c'est le cas. Je veux dire, une de nos tâches, une des partie de notre métier consiste à sillonner la France et aller voir les jeunes entreprises innovantes en matière d'énergie. Et ça me paraît très très important. Il y a énormément de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en France, et tous les gens qui avaient fait les arts et métiers et tout, j'en connais tout un paquet, et qui sont tous en train de chercher dans des garages, et qu'il y en a peut-être un jour un qui va trouver un truc complètement révolutionnaire, que comment stocker l'électricité. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais je veux dire, je ne suis pas du tout spécialiste, mais il me semble qu'encore une fois, si vous voulez, comme le disait le Shakyamuni, qui était un grand spécialiste d'énergie, il disait « l'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de cailloux ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire c'est toujours un gars dans un garage qui trouve la solution. C'est pas toujours l'argent qui a été dépensé par le pouvoir public. C'est plutôt l'invention qui est une étincelle divine, je dis toujours. Et là où le Shakyamuni avait parfaitement raison, c'est-à-dire que l'âge du pétrole va se terminer. Bien sûr. On peut même dire que le XXe siècle a été l'âge du pétrole et le XXIe siècle doit logiquement marquer la fin de l'âge du pétrole. Ça devrait être l'âge de l'électricité, logiquement. Logiquement, on est parti vers l'âge, en tout cas de l'électrification. Mais en tout cas, c'est pas par manque de pétrole que l'âge de pétrole va se terminer, c'est tout simplement par le fait que petit à petit, on va substituer au pétrole d'autres sources d'énergie. Du pétrole, il y en a plein, c'est juste une question de prix pour aller le chercher. C'est exactement donc, tous comme ceux qui l'âge du charbon. Voilà. L'âge du charbon s'est terminé à cause du pétrole. Et il n'est pas encore terminé, c'est-à-dire ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème, parce qu'il y a encore des tas de pays comme la Chine où une grosse partie de l'énergie vient du charbon. Il y a beaucoup de réserves. Ce qui est intéressant, dans un sujet énergétique ou géopolitique, d'ailleurs les deux sont liés, c'est de voir aussi les implications insoupçonnées que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on a parfois si je prends le cas des éoliennes, un élément qui est installé, on voit les conséquences immédiates et on ne voit pas forcément les conséquences inattendues ou alors l'ensemble de la chaîne. Et notamment en géopolitique, on réfléchit beaucoup sur l'intégralité d'une chaîne, c'est-à-dire les conséquences que ça peut avoir à différentes échelles, qui peuvent être parfois positives à certaines échelles et négatives à d'autres. Et puis également les réseaux de dépendance. Et en énergie, on est évidemment pleinement dedans. La question des matériaux, on voit bien avec les batteries pour accéder aux matériaux qui permettent de les fabriquer, la question du gaz et du pétrole et puis de leur transformation. Et là, on est à la fois à plusieurs échelles et à plusieurs réseaux de dépendance de pays, de régions, parfois de régions qui sont opposées au pouvoir central et d'entreprises aussi. Donc tout ça fait qu'on a un emboîtement qui est beaucoup plus complexe
que simplement du pétrole aux Émirats arabes qui va jusqu'en Europe. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a eu beaucoup de guerres qui sont passées historiquement, qui sont des phénomènes géopolitiques, mais à cause justement soit de l'énergie, soit de l'eau. Ça a toujours été les raisons d'aller se mettre sur la gueule, quoi. L'eau est une forme d'énergie, il y a l'alimentation aussi. La première énergie humaine, c'est l'alimentation, puisque c'est l'énergie qui nous permet de faire fonctionner notre matière. L'énergie, c'est la transformation énergétique. On utilise des calories pour faire fonctionner la machine biologique. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que la moitié de ces calories au moins vont dans le cerveau. C'est-à-dire que la différence avec les autres animaux, c'est que nous, on a une très grosse partie de nos calories qu'on bouffe, en fait, qui servent là-haut, ce qui est tout à fait spécial à la nature humaine. Donc, mais pour en revenir à ce que vous disiez, et avec juste raison, la complexité de la question énergétique et de la transition énergétique. Parce que vous avez parfaitement raison, il y a des questions d'indépendance économique, d'interdépendance, de choix qui auront des conséquences et qui ont des conséquences géopolitiques, on peut dire ça comme ça. La perte de puissance des États pétroliers programmés, qui n'est pas encore le cas, mais qui arrive, et on va dire la naissance d'États électriques, est une vraie question. Et on voit bien que la Chine est un État électrique, les États-Unis sont un État pétrolier. Quand on est alors dans la balance de puissance entre la Chine et les États-Unis, ça rentre dans l'équation, d'une certaine façon. Mais les États-Unis sont un État pétrolier parce qu'ils contrôlent les mers, militairement, alors que la Chine, c'est qu'elle ne contrôlera jamais les mers. Donc ils doivent avoir une source d'énergie domestique pour éviter de se faire piquer leur énergie. C'est assez facile de voir pourquoi la Chine est électrique, c'est que la marine qui est en face, c'est la marine américaine, et qu'avant que quelqu'un la déplace, il fera chaud. Hein. Donc, oui, Et puis il y a une dimension sociale très forte, c'est-à-dire que nous ne sommes pas à transition énergie, même si on accepte le débat et on a interviewé beaucoup de gens qui sont partisans de la décroissance. Nous ne sommes pas a priori partisans de la décroissance, d'une part parce qu'on considère que, on va dire philosophiquement, l'humanité doit continuer à vouloir progresser, à vouloir s'améliorer, notamment sur le plan matériel, et surtout parce qu'on considère que pratiquement, socialement et politiquement, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire, c'est notre point de vue, hein, et on est prêt on va dire, à admettre les points de vue contraires. Mais nous sommes à peu près persuadés qu'on ne pourra pas faire la transition énergétique si on va à l'encontre du bien-être et des intérêts de la majorité de la population. Ben vous voyez, c'est impossible. Regardez, si j'ose dire, ça se passe en Afrique, où ils ne réussissent plus à trouver assez de bois, donc ils sont en décroissance énergétique, et ils sont tous chez nous. C'est ce qu'avait prévu Sauvy il y a 40 ans. Il avait dit vers 2020, il y aura l'Afrique qui va arriver en Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est une conséquence du fait que les sources d'énergie africaines sont plus suffisantes à nourrir la population de l'Afrique, quoi. Enfin, à faire travailler la population de l'Afrique. Qui est aussi lié à l'explosion démographique. Bien sûr, mais les deux vont de pair. Et puis, il y a un élément très intéressant, c'est la notion d'imprévu. C'est-à-dire que dans tous les domaines d'ailleurs, on fait des plans sur les prévisions, et puis il y a toujours des événements imprévus qui changent la donne. On a vécu cette année le coronavirus, mais en matière énergétique, au 19e siècle, on ne prévoyait pas le nucléaire, par exemple, qui est quelque chose qui est apparu, même d'ailleurs l'électricité, c'est quelque chose qui n'était pas pensé un siècle avant. Donc il y a toujours des imprévus qui fait qu'on a beau prévoir plein de choses, et ça, c'est ce qui fait la beauté du monde d'ailleurs. Parce que c'est exactement l'idée de Schumpeter. Je reparle en économiste, là, Schumpeter disait que l'invention, ça n'est pas un changement de nature, c'est un changement de système. C'est-à-dire qu'il disait, il y a une ampoule électrique, c'est pas une chandelle de meilleure qualité. C'est un changement de paradigme. C'est un changement, quelque chose qui change complètement tout. Donc, si vous voulez, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas prévoir les cracks pétroliers de 73 et 75, en tout cas les chocs pétroliers de 73 et 75. Le pétrole est passé de 1 à 33 $. C'est-à-dire que la guerre de Kippour, qui a entraîné cette réaction-là, n'était pas prévisible par définition. En tout cas, la réaction ne l'était pas. Donc vous avez raison, il y a des ruptures brutales. C'est ça, et dans les ruptures brutales dans l'économie et l'histoire, et la politique, c'est toujours ce qui est le plus difficile à traiter. On peut se demander par exemple si on n'a pas une rupture brutale en ce moment dans tout ce qui est transport à long terme. Avion et bateau, parce que est-ce que vraiment... C'est une vraie question, il y a un point d'inflexion. Alors après, jusqu'où il va? Jusqu'où il va, mais est-ce qu'on n'est pas en train de changer? Est-ce que j'ai besoin de bouffer des cerises qui viennent du Chili en février, quoi? Voilà ce que je veux dire. C'est peut-être pas nécessaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que l'énergie n'a pas été trop bon marché trop longtemps? Je ne sais pas, mais c'est des questions qu'il va falloir se poser aussi. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à l'Institut de Liberté, et avec l'aide de tous ces gens autour de nous, on va essayer de monter un endroit pour
je ne dis pas réinformer, parce que ce serait prétendre qu'on a été informé avant, pour informer les Français. Je ne veux pas réinformer, je veux simplement les informer, parce que j'ai l'impression que la fonction information en France a baissé beaucoup de qualité depuis 30 ans. Je me trompe peut-être, c'est parce que je pense que le TGV c'était mieux ou j'en sais rien, mais mais j'ai l'impression, si vous voulez, que les forces qui étaient censées informer les Français, par exemple, il n'y avait que 2 chaînes dans la télévision quand j'étais jeune et tout, mais on avait plein d'émissions de qualité où j'apprenais plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai 250 chaînes et j'apprends rien du tout. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de baisse de la qualité. Et je suis persuadé qu'il y a une demande pour une information de qualité qui doit être là à l'extérieur. C'est pas possible, quoi. Ben voilà. Merci beaucoup. Et encore une fois, si vous ne vous abonnez pas, on va être très fâchés. Hein. Mais très très fâchés. Hein. On vous le fera savoir d'ailleurs. Merci beaucoup.